sans la bienveillance de laquelle je ne serais pas là, et puis l'équipe des techniciens qui ont fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche. Alors, je vous présente donc Caillebotte, le peintre qui aimait les photographes, et nous allons voir pourquoi. Ce que vous avez vu en entrant dans l'allée de l'exposition, c'est cet accrochage-là. Certains connaissent déjà au moins le plus grand des deux tableaux. Il s'agit en fait d'une présentation de deux recréations des tableaux de Caillebotte qui s'appellent respectivement en haut Rue de Paris temps de pluie et en bas le pont de l'Europe. Alors je vais essayer de changer ça. Et vous voyez que cette année, les tableaux présentés sont agrémentés d'un petit QR code à droite ou à gauche, avec lequel, si vous êtes équipé de... Ah oui, il y a de temps en temps des annonces, n'ayez crainte. Il y a des QR codes qui vous permettent, si vous avez l'application, de savoir ce que tout ça contient. Voilà. Voilà, ça c'est pas magnifique, ça? Alors, voilà le chef-d'œuvre de Caillebotte. En tout cas, un de ses chefs-d'œuvre très connus. Le plus connu est peut-être Les Raboteurs de parquet. Mais je ne l'ai pas mis là pour de bonnes raisons. Et j'ai mis celui-là. Il est conservé au musée de Chicago. Il fait tout de même 2,12 m de haut et 2,76 m de large. Un tableau de 3 mètres de large, c'est tout de même assez rare. Et c'est extraordinaire quand on le voit. Quand on s'approche de lui, s'il est accroché à bonne hauteur, on a exactement la taille des personnages qui sont en premier plan. Ils sont grandeur nature. C'est absolument extraordinaire. Alors, ce tableau a été exposé à la 3e exposition des impressionnistes. Et la scène se place sur la place de Dublin, dans le quartier de l'Europe, près de la gare Saint-Lazare. Je vous montrerai une carte ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas bien l'arrière de la gare Saint-Lazare. Et le deuxième tableau s'appelle Pont de l'Europe. Il est de 1876. Je n'ai pas dit que le précédent était de 77. Il est également situé dans le quartier de l'Europe, vous verrez sur la carte, présenté à la même exposition des impressionnistes. Cette 3e exposition des impressionnistes se tenait en 1877. Et on en reparlera juste après. C'est une vue de la gare Saint-Lazare au travers des brumes de la matinée, je pense, et on devine évidemment les petites locomotives de l'époque qui arrivent là. Cette structure métallique est extraordinaire. C'est un pont qui, en fait, représente l'emblème du modernisme à cette époque-là, puisque l'architecte, je pense que j'en reparlerai tout à l'heure, était un homme qui était très connu dans le domaine des calculs des matériaux, de la charpente métallique. Et en fait, ces constructions nouvelles, extraordinaires pour l'époque, eh bien, trouvent un peu leur aboutissement 13 ans plus tard, lorsqu'on va construire la Tour Eiffel. Voilà le quartier. Donc, vous voyez ici... Alors, où est mon pointeur? Voilà. Vous voyez ici la gare Saint-Lazare. En tout cas, le faisceau des voies qui s'en détache et qui file là-bas vers Rouen.
Le pont de l'Europe, il est là. C'est un pont parce que, au départ, c'était une place, mais on a tellement creusé en dessous pour faire passer les voies qu'il est devenu un pont. C'est pourquoi on a construit cette extraordinaire structure métallique. La place de Dublin, dont j'ai parlé juste avant, est là, dans ce quartier extraordinaire, et entre les deux sites, il n'y a pas plus de 200 mètres. Alors, je vous ai ajouté sur la carte quelques repères qui sont intéressants. L'hôtel où habite Caillebotte, autrement dit, il habite dans le coin. C'est un hôtel haussmannien absolument superbe qui appartient à son père. Son père était un homme d'affaires, on dirait aujourd'hui un milliardaire. Il a fait fortune en fabriquant les uniformes de l'armée de l'époque. Donc Caillebotte n'a jamais eu à travailler de sa vie pour vivre. Il a fait véritablement ce qu'il a voulu. Il a eu une vie de rêve d'une certaine façon. Cet hôtel est dans la rue de Miromesnil. Aujourd'hui, il a été rehaussé de 2 étages entre-temps. Et aujourd'hui, il abrite les bureaux du cabinet d'avocats de Nicolas Sarkozy. C'est la rue, comment s'appelle-t-elle cette rue? C'est la rue de Miromesnil. C'est celle qui descend quasiment à l'Élysée, hein, un peu en bas. Bon. À l'autre extrémité, au nord-est, là, il y a la maison de Zola. Et je parle de Zola parce que lui aussi, Zola, aura décrit la modernité à sa façon, et on va voir comment il se passionne à la fois pour la photographie, puisqu'il a terminé sa vie en faisant de la photographie, et puis qui se passionne lui aussi pour l'industrialisation et le modernisme. Enfin, je vous ai mis l'atelier de Manet. Alors, où est mon pointeur? L'atelier de Manet, qui se trouve là, entre les deux. Tous ces gens se connaissent parfaitement. Hein. Ils vont au restaurant ensemble et dans toutes les grandes manifestations. Bon. C'est toujours angoissant. Hein. Je reviens, voilà. L'atelier de Manet, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est l'ami aussi des impressionnistes, si lui ne l'est pas. Et puis, je vous ai mis l'atelier de Monet. L'atelier de Monet, c'est un grand mot. En réalité, c'est une chambre c'est une chambre que Caillebotte louait pour lui. Monet n'avait pas beaucoup d'argent, lui en avait, donc il louait pour lui dans l'époque précise où Monet a fait ses gares Saint-Lazare, ce qui a été vraiment un démarrage pour lui. C'est le quartier du parc Monceau aussi, c'est vraiment un quartier chic. Alors voilà, en 1877, l'année même où Caillebotte expose rue de Paris, jour de pluie, eh bien voilà ce que peint Monet dans la chambre que Caillebotte lui a louée. Pour cette troisième exposition impressionniste, Monet se passionne véritablement, c'est le chantre véritable de la modernité. Alors ne vous inquiétez pas, c'est le système de chauffage qui de temps en temps fait le coup. Alors, la première fois, ça fait drôle. Après, on fait... donc, voilà ce que... Alors, c'est tout de même un tableau pour un impressionniste, il faut le reconnaître, qui est extraordinaire, parce que ce qu'on y présente, c'est des locomotives fumantes, c'est une charpente métallique totalement moderne, et on devine même, mais ça, il faut le savoir, on devine même ici, au fond, là-bas, vous voyez, c'est la structure du pont de l'Europe. Le pont de l'Europe est tout près, c'est ces grosses ferrailles que je vous ai montrées tout à l'heure et sur lesquelles on reviendra après.
Donc, c'est une réalisation d'un ingénieur très connu qui était très connu, qui s'appelle Eugène Flachat. Voilà ce qu'on présente aussi dans la même exposition de 1877. Ce pont de l'Europe, il n'y a pas que Caillebotte qui soit fasciné par lui. Il y a aussi Monet. En bas à gauche, vous avez Monet, qu'il représente vu depuis les rails, depuis les voies du bas, et puis Caillebotte, là, mais je n'aurai pas le temps de vous le détailler aujourd'hui, celui-là. En haut à droite, c'est Caillebotte. Alors, voilà. En haut à droite, c'est Caillebotte, mais il fera l'objet d'une autre conférence peut-être l'année prochaine. On verra. Voilà la révolution industrielle que tous ces gens-là admirent. Et je vous ai choisi deux exemples qui sont véritablement l'identité du moment de l'industrialisation. C'est la locomotive, celle même, le modèle même que Zola choisit pour la bête humaine. C'est une locomotive absolument extraordinaire à cette époque-là, qui peut monter jusqu'à 120 km à l'heure et qui est fabriquée dans des ateliers de Mulhouse. Et puis ensuite, lors de l'occupation de l'Alsace, ça sera transféré à Belfort. Bref, dans les usines de cette époque-là, aujourd'hui, eh bien, ça appartient à Alstom et on continue toujours à y faire des locomotives qui sont des motrices électriques naturellement. Donc la bête humaine, la voilà, c'en est pas une autre, hein. C'est bien celle du roman. Et puis je vous ai mis aussi la peinture en tube. Parce que la peinture en tube, c'est la première fois que l'on produit industriellement des tubes de peinture qui contiennent effectivement la pâte prête à l'emploi, alors que jusqu'à maintenant, les peintres préparent. Quand ils sont riches, ils ont des préparateurs, sinon ils écrasent tout seuls la couleur et puis ils la mélangent, etc. Alors que là, révolution, c'est fabriqué en usine, c'est vendu comme ça n'importe où et ça marche. Mais c'est absolument indissociable de la révolution impressionniste. Sinon, on ne peint pas dehors, on peint à l'intérieur, dans l'atelier. La place de Dublin, puisqu'on va parler du premier tableau, j'ai agrandi un petit peu la carte et vous voyez que c'est plus un carrefour qu'une place en réalité, mais il y a effectivement 8 rues qui aboutissent sur cette place. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est un croisement plutôt qu'une vraie place. Alors, toujours en rapport avec la photographie, première chose remarquable, Caillebotte, qui n'était pas photographe, mais qui avait du matériel, finalement, pour faire le premier croquis pour bâtir son tableau, il a pris sur place un relevé de la place de Dublin, après avoir choisi l'endroit qu'il désirait, en mettant sur le dépoli arrière de la chambre photo, je vous ai montré la chambre ici en haut à gauche, il a mis un calque, a fait un relevé au crayon sur le dépoli et se servira de ça pour peindre son tableau. Donc c'est l'utilisation d'un outil moderne qui, au fond, ne fait que remplacer la caméra obscura du XVIIIe siècle qui était utilisée à Delft ou à Venise. Beaucoup d'artistes de cette époque-là, en particulier les védutistes, utilisaient la caméra obscura. Là, c'était plus facile à utiliser, c'était plus rapide. Il avait surtout plus de luminosité avec un appareil photo. Autre sujet de modernité, c'est
le réverbère. Alors pourquoi je vous en parle quelques secondes? Je reviens en arrière. Ce qui est caractéristique, c'est qu'effectivement, le tableau est carrément coupé en deux par un réverbère. Il faut tout de même le faire. Ça, aujourd'hui, ça ne choquerait plus personne, mais à cette époque-là, c'est tout de même pas rien d'aller mettre, j'allais dire, comme personnage principal, un réverbère qui coupe comme ça le tableau en deux. Et on va comprendre ensuite. Il y a aussi un détail intéressant sur cette image, c'est qu'il a déjà tracé une esquisse de parapluie. Et il a mis les personnages, bon, des endroits où il y aura probablement des personnages. Voilà. C'est un tableau, le calque a été retrouvé, il est dans les archives, mais il n'y a pas de texte à propos de ça, il n'en parle pas, il n'écrit jamais, Caillebotte. Voilà, là je vous ai mis donc un réverbère, puisque c'est le premier personnage qui nous intéresse, et on s'aperçoit que Manet, par exemple, dont je vous ai montré l'atelier tout à l'heure, qui est juste dans le même coin, eh bien, dessine le réverbère de la rue qui est juste en face de son atelier. Et ici, je vous ai mis une photographie d'un photographe qui n'est pas n'importe qui. C'est un des plus grands photographes de l'histoire de la photographie française. C'est Marville, qui aura photographié tous les travaux d'Haussmann et à qui on a commandé une sorte de, je dirais, de collection des réverbères de l'époque. Et là, j'ai choisi dans cette collection le modèle qui figure sur la place de Dublin. C'est le même, vous le reconnaîtrez tout à l'heure. Si vous voulez, vous le reconnaîtrez facilement. C'est assez intéressant aussi du point de vue de l'industrie, parce que si on lui a commandé ça, c'est parce qu'on veut, à l'exposition universelle de 78, montrer que Paris est la ville lumière. En réalité, Paris n'est pas plus la ville lumière du monde que Londres ou New York, puisqu'ils sont équipés de la même façon. Mais c'est une ville qui utilise pour la première fois, enfin, oui, depuis 10 ans, en gros, le gaz de houille, le gaz qu'on fabrique à partir du charbon, en fait. Parce que, avant d'utiliser le gaz extrait du charbon, on utilisait, figurez-vous, pour les lampadaires qui étaient en ville, de l'huile de baleine. Et Londres, New York, Paris étaient éclairés à l'huile de baleine. Ça a failli coûter un désastre écologique. Les baleines ont failli disparaître à ce moment-là. Quand on a installé le gaz de ville à Paris, les Anglais ont fait un dumping absolument formidable parce que c'est eux en particulier qui pêchaient le plus et ils voulaient évidemment placer leur... Bon. Tout ça pour vous dire que les problèmes d'écologie ne sont pas d'aujourd'hui et qu'ils risquent de continuer encore longtemps. Alors, on a dit, c'est pas Caillebotte qui l'a dit, ni moi non plus d'ailleurs, que le fameux réverbère était en fait, par le croisement des 8 rues qui lui passent juste au-dessus de la tête, était un peu le manche de parapluie de la place. Et il se trouve que le parapluie, c'est aussi un produit de l'industrialisation de l'époque, parce que ça n'est pas si simple qu'il y paraît de fabriquer un parapluie léger, solide, puisque les baleines sont en acier et que pour en fabriquer de très fines et de très solides, il faut un équipement industriel. Si je vous dis que Peugeot fabrique à ce moment-là à Valentinier des baleines de parapluie, c'est parce qu'il est le fournisseur des crinolines du Second Empire qui, elles aussi, sont dans un acier fin, ultra léger, mais qu'on ne peut pas faire de façon artisanale. Donc il fournit l'acier pour ça. Je vous rappelle que Peugeot, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça commence en 1810.
Oui, je voulais vous dire aussi que le parapluie de cette qualité-là, eh bien, c'est aussi un ustensile, si je puis dire, utilisé par la haute bourgeoisie, parce qu'il coûte cher, et je vous montre l'intérieur d'un magasin du boulevard de l'Opéra, de l'avenue de l'Opéra, plus exactement, dans lequel ces messieurs trouvaient des cannes à pommeau, etc., de très belles choses, dont les beaux parapluies de l'époque. Il existe encore, le magasin. Alors, Caillebotte éprouve le besoin de sortir du cadre. Quand on ramène son relevé au crayon et qu'on le plaque sur le tableau, il a senti le besoin d'élargir son champ. Alors pourquoi ? Manifestement un peu plus à droite qu'à gauche parce que son réverbère n'était pas au milieu. Là, cette fois, il y est. Et puis en bas, parce que il va vouloir projeter vers l'avant son couple au parapluie. Et ça, c'est un truc de photographe. On décale et on présente les personnages avant dans une projection qui est toute photographique. Effectivement, on le voit mieux là maintenant que j'ai retiré le calque, on comprend bien pourquoi il projette en avant ces personnages. On peut voir aussi sur cette image-là que son coup de génie, ça a été de faire une scène de pluie, parce que si vous considérez cet envol de parapluie qui traverse tout le champ, c'est absolument merveilleux du point de vue plastique. Quant à la projection vers l'avant, j'en ai parlé, j'y reviendrai. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était de savoir si je pouvais retrouver le point de vue de Caillebotte, puisqu'il n'y en a qu'un possible. Là, il n'y en a pas 36. Pour ceux qui sont photographes, pardonnez-moi. Pour ceux qui sont photographes, on sait très bien qu'il n'y a qu'un point de vue possible pour une projection. C'est une projection centrale. Les mathématiciens savent ça. Il n'y en a pas 36. On prend un appareil grand angle ou un téléobjectif, etc. Tout se superpose. Il n'y a que, on a plus ou moins de champ suivant l'objectif, mais la projection est la même, la perspective est la même. Donc, après avoir découvert ça, eh bien, nous sommes allés, Marie-Thérèse et moi, bras dessus, bras dessous, place de Dublin, pour voir si on retrouvait bien le point de vue de Caillebotte. Et évidemment, on l'a retrouvé. Donc, je vous montre des premiers clichés pris comme ça. Et effectivement, je m'aperçois qu'il faudra que j'y retourne, effectivement, le jour où il pleuvra, évidemment. Ensuite, dans une saison où il n'y a pas de feuilles aux arbres, parce que depuis Caillebotte, les arbres ont poussé. Et je vous assure que quand c'est plein de feuilles, on ne voit plus rien du tout au fond. Et puis, quand des gens de qualité auront décidé de ne pas se garer sur le passage protégé qui se trouve là. Donc, il me faut tout ça. Ça n'a pas été facile. Enfin, un jour est arrivé, je l'ai noté, le 19 février 2011, il y avait enfin personne sur le passage, il pleuvait, bon, et ça marchait. Il y avait même une voiture arrêtée, qui venait de s'arrêter, qui avait encore ses stops. Donc, j'ai prélevé du tableau de Caillebotte les personnages que j'avais dans l'idée de réinstaller là où ils étaient à ce moment-là, puisque c'est toujours le même endroit, rien n'avait changé, ou pas grand-chose. Alors là, on voit encore mieux l'envolée de parapluie dont je vous ai parlé, et puis on remarque mieux sur une photographie comme celle, enfin sur un montage comme celui-là, en particulier, on se rend compte qu'il s'agit d'une foule en mouvement. Donc ça aussi, c'est un instantané photographique. C'est une foule en mouvement.
tout le monde bouge là-dedans. C'est très intéressant. Et puis, quand on l'analyse de plus près, les personnages du fond, ils sont un peu flous, les personnages de devant sont nets. C'est véritablement le fait d'une photographie avec une profondeur de champ. Et ça, il le sait. Il travaille pour ça. Hein. Alors, bon, j'ai dû faire un petit peu d'effort pour que les personnages ne soient pas découpés comme si je les avais découpés au ciseau. Sinon, ça se serait vu. Donc, j'ai travaillé les bords, etc. Mais ça, c'est une cuisine interne. Et puis, voilà ce que ça donne au premier essai. On voit que les personnages trouvent leur place, que celui qui traverse est sur le passage clouté. Donc, c'est très intéressant. Mais j'ai un gros problème. Le bistrot qui est à droite, eh bien, il est dans une terrasse qui ressort de l'alignement des buildings de la rue. Donc, il me bouge du champ au fond et je ne vois plus les immeubles du fond qui se trouvent sur la droite. Alors, ou je me contente de ça, ou bien je sors les meilleurs morceaux de Photoshop et puis je m'arrange pour faire quelque chose. Alors, je ne vais pas vous détailler, mais je suis allé beaucoup plus près, au-delà de la terrasse. J'ai photographié les immeubles de droite qui me manquent, et puis je les ramène sur mon champ de travail. Comme vous pouvez vous en douter assez facilement, ils ne sont pas à la bonne dimension et ils ne sont pas dans la bonne perspective. La difficulté, c'est de les transformer pour qu'ils deviennent à la dimension de ce qu'ils auraient été si je les avais eus sur mon cliché de départ. On peut le faire, nos outils modernes nous permettent de faire ça, c'est intéressant. Donc je le mets en place, je le réduis, il me reste à faire reculer la façade du bistrot, ce que je fais. Quand je le pousse à droite, alors attendez, où est mon pointeur? Voilà. Si je le repousse à droite, évidemment, j'ai un trou. Il faut donc que je reconstitue du trottoir. En prenant les dalles qui se trouvent par là, je vais y arriver. Je vous passe les détails et à la fin, j'obtiens ça. Donc, j'ai bien tous les immeubles du fond, exactement comme Caillebotte les avait sur son truc. Et je fais un premier tirage d'1,30 m de large en 2013. Ce qui est intéressant du point de vue de la photographie et de l'histoire de la photographie, et de la raison pour laquelle Caillebotte se passionne. Eh bien, le piéton traversant, comme je l'ai appelé, il marche suivant les règles de la marche, c'est-à-dire que ses pieds posent au sol de la bonne façon. Si on nous photographiait en train de traverser, on serait exactement comme ça. Or, jusqu'à maintenant, dans la peinture, la marche n'est pas représentée correctement pour la bonne et simple raison que, là c'est un tableau de la Renaissance, mais jusqu'au XIXe siècle on fait comme ça, il y a une représentation dite académique de la marche, et puis on s'arrange comme ça parce qu'on ne sait pas vraiment comment les gens marchent. Alors, là encore, l'histoire de la photographie nous dit que 1870, 7 ans avant le tableau de Caillebotte, la photographie stroboscopique de Jules-Étienne Marais ou de Muybridge nous a permis de voir tout ça. Vous savez certainement qu'il y avait une controverse sur le galop du cheval. Est-ce que les 4 sabots quittaient le sol ou non? Bon, bref. C'est un gouverneur milliardaire de Californie, Stanford, il y a une université qui porte son nom aujourd'hui, qui avait demandé, qui avait fait un prix extraordinaire pour celui qui montrerait effectivement si les 4 sabots du cheval quittaient le sol. Bref, on en a profité, grâce à Marais en particulier, pour savoir comment véritablement on marchait. La preuve, par exemple, voilà une photographie ancienne, une photographie de Charles Nègre, qui est lui aussi un des grands photographes de notre histoire.
mais en 1852, qui fait une photographie des petits ramoneurs en marche. En 1852, on n'a pas d'émulsion rapide. On ne peut pas photographier un mouvement. On doit poser. Grande difficulté pour les portraits, etc. Vous savez ça, on doit se tenir. Bon. Alors, on met les personnages en place comme s'il s'agissait d'une peinture, et puis on appuie sur le bouton en leur demandant surtout de ne pas bouger. Autre aspect de la photographie, il y a, à l'époque des impressionnistes, un engouement absolument formidable pour les stéréoscopes. On regarde ça en famille, comme dans les années 50, on regardait en famille les projections de diapositives. Et puis comme aujourd'hui, on ne regarde plus rien du tout, les enfants sont dans leur chambre et les parents ailleurs. Donc la photographie stéréoscopique, c'est un engouement formidable, mais ça a apporté un nouveau regard sur un certain nombre de choses, et en particulier ceci. Je vous ai mis une des cartes photographiques qu'on mettait dans l'appareil que je vous ai présenté avant. Je n'ai gardé qu'une des deux, puisqu'il y a deux images, une pour chaque œil. Hein, bon. Mais regardez le type de photographie que l'on fait pour accentuer particulièrement l'aspect stéréoscopique. C'est-à-dire que ce sont toujours des personnages, pas toujours, mais presque, celles qui font le plus d'effet en tout cas, sont des personnages qui descendent comme ça frontalement. Et la partie du tableau de Caillebotte que j'ai extrait, c'est exactement l'esprit de ce moment-là. Et c'est l'esprit de l'époque des impressionnistes. Alors voilà, le couple au parapluie qui descend son... C'est la plus énigmatique des mises en scène. Et la mise en scène, c'est aussi une partie de la photographie. Et on y reviendra tout à l'heure, parce qu'il y a déjà quelque chose d'intriguant dans l'image en question. Caillebotte a mis sous chaque parapluie un personnage et un seul, sauf un parapluie qui est utilisé pour un couple. Alors c'est intéressant de savoir pourquoi. Il y a là quelque chose d'intriguant. Il faut attendre la fin de la conférence pour avoir le résultat. Je viens un petit peu au pont de l'Europe. Je vous ai dit que le pont de l'Europe, on l'a vu sur la carte, était derrière la gare Saint-Lazare. Il est présenté, je vous l'ai dit, à la même exposition. Et moi, je l'ai présenté comme ça. C'est-à-dire que j'ai conservé les personnages et la structure métallique du pont qui ont disparu aujourd'hui. Donc le premier plan n'existe plus, il est entièrement d'époque et de Caillebotte, et j'ai placé derrière la gare Saint-Lazare d'aujourd'hui avec ses trains magnifiques, et en particulier cette rame fabriquée par Bombardier dans une des usines qui a servi elle aussi au départ des chemins de fer pour fabriquer des locomotives qui étaient... c'était à peu près les mêmes que celles qu'on fabriquait à Mulhouse. Je ne m'étends pas sur les locomotives, vous n'êtes pas venus pour ça. Aujourd'hui, la gare Saint-Lazare s'est rapprochée de nous. Les quais ont souvent été allongés, évidemment. Ça s'est encore élargi, le faisceau est beaucoup plus large. Et vous voyez en bas une magnifique rame fabriquée par la société Bombardier. Mais fabriquée en France, quand même. Caillebotte en a fait des tas d'autres à la même époque. En haut à droite, vous avez cette fameuse structure, avec comme par hasard un monsieur qui accoste une dame protégée par sa petite ombrelle. Il y a quelques petits rapports avec le parapluie, ce n'est pas désagréable, mais là, ce n'est pas un temps de pluie. Et je vous ai mis une carte postale qui date de 1900, en fait, où vous voyez toutes ces structures qui ont disparu dans les années 30. Je vous rappelle où on est, place de Dublin, pont de l'Europe.
Je pense que vous vous y reconnaissez. Je continue. Voilà un tableau qui représente, à cette époque-là, il est de 87. Bon, c'est 10 ans après la toile de Caillebotte, mais ça n'a pas changé, évidemment, à ce moment-là. Il s'agit de Norbert Guenot. Guenot était un graveur, je ne sais pas s'il y a des graveurs dans la salle, c'était un graveur montmartrois qui était célèbre, qui était un homme, véritablement un artiste absolument superbe. Mais là, pour l'occasion, il avait loué un atelier qui se trouvait au bord des voies. Il y avait énormément d'ateliers dans ce coin-là. Je vous ai indiqué l'atelier de Manet, mais il y avait des ateliers plein le coin. Et on voit là Bon, il a peut-être un peu exagéré sur les échappements de vapeur, peut-être, mais enfin, il y avait déjà un trafic formidable et il y avait de la vapeur qui se détachait. Et on insistait beaucoup là-dessus parce que c'était quand même quelque chose. C'était un spectacle à cette époque-là. Hein. C'était le même spectacle que celui auquel on assistait quand on emmenait nos enfants dans les années 50 voir les avions décoller d'Orly, par exemple. Bon. Aujourd'hui, on ne peut plus aller les voir décoller, c'est pas possible. Et puis, je vous ai mis une des photographies de l'époque, une photographie de 68, qui montre bien que depuis les voies de Saint-Lazare, on a cette structure métallique. Alors, sur le pont de l'Europe, il se passe des tas de trucs. Il n'y a pas que des trains qui passent. En dessous, ça passe. Au-dessus, ça se promène. Alors, voilà un tableau intéressant. Qui est un tableau de Jean Béraud. Je ne sais pas si vous connaissez Jean Béraud, mais c'est un peintre intéressant. C'est un peu un peintre pompier, comme on dirait aujourd'hui. Ça ne lui retire d'ailleurs rien. J'aime bien les pompiers, moi aussi. Certains ont fait de beaux tableaux, d'autres ont fait des croûtes, hein, mais bon, c'est comme nous avec nos photographies. Hein, on en fait quelquefois des bonnes, on en fait quelquefois des pas bonnes. Imaginez un peu ce qui se passe sur le pont de l'Europe à ce moment-là. Ben, vous y voyez vous y voyez des dames qui sont en général de beaux atours, vous y voyez des messieurs, et puis manifestement, on s'attend les uns les autres. Il y a un jeune homme là qui vend des fleurs. Alors, en général, je vous dévoile tout de suite ce qui s'y passe. Je ne voudrais pas vous faire languir, mais en général, quand un monsieur a choisi une dame, il lui offre des fleurs, mais le bouquet lui étant présenté, le monsieur redonne le bouquet au jeune homme, qu'il doit porter à une adresse précise, qui est en général une adresse qui est du coin. Et au préalable, il a glissé une enveloppe entre les fleurs. Donc le gamin s'en va porter ses fleurs et on se retrouve, vous avez compris, dans un des immeubles du coin, et il y en a beaucoup parce que c'est un quartier où il y a beaucoup de richesses, et on se retrouve là. Alors, comme je n'invente rien, je vous montre un tableau de Manet que vous connaissez tous, c'est l'Olympia. L'Olympia a été peinte en 1863. Eh bien, cette scène a été peinte dans une de ces maisons qui se trouvait dans la rue Monnier, qui est celle qui aboutit pile en face de l'atelier de Manet. Je vous ai montré tout à l'heure où était l'atelier de Manet, dans une petite rue qui s'appelait la rue Monnier. Elle a changé de nom, donc je ne vous donnerai pas, messieurs, le nom de la rue actuelle. Enfin, vous l'avez vu sur le plan. La rue Monnier, rue de la Galanterie, il a fait un portrait. Alors là, c'est Victorine Meurant qui pose, hein, c'est son modèle habituel. Mais vous voyez, la dame est de retour. Sa servante lui présente le bouquet,
où elle a pu vérifier auparavant que l'enveloppe y était bien. Et si le sourire est agréable, c'est que l'enveloppe était bien remplie. Ce tableau est merveilleux. Ce tableau est merveilleux parce que il est aussi caractéristique de l'éclairage au gaz dont je vous parlais tout à l'heure. Les immeubles n'étaient pas éclairés à l'électricité encore, et pour cause, et on avait de l'éclairage au gaz. L'éclairage au gaz, je vous assure que c'était quelque chose dont les gens qui ont connu la lumière se rappellent encore. Mon père m'en a parlé souvent parce que chez son père, on était éclairé au gaz et c'était un éclairage magnifique. Il y avait des jaunes assez chauds que vous retrouvez dans les yeux du chat qui, selon les critères de la peinture de l'époque, le chat dans cette position-là est un symbole érotique, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Donc, je crois que maintenant vous avez compris. La voilà, la rue Monnier, en haut à droite. C'est celle dans laquelle il a mis le bec de gaz que vous avez vu au début. Hein? Voilà. Alors, maintenant, revenons à Caillebotte en 3 images, et je vous libère. Autre détail purement photographique. Là, c'est un instantané extraordinaire, d'une certaine façon. Les 2 personnages sous le parapluie, les personnages mystérieux, eh bien, ils détournent la tête. Ils détournent le regard. À l'évidence, il n'y a rien à voir. Parce que s'il y avait quelque chose à voir, Caillebotte nous aurait donné l'indice. Ce serait par exemple le cheval d'un fiacre qui apparaît, ou que sais-je, enfin quelque chose. Il n'y a rien. En réalité, ils ne veulent pas être photographiés, entre guillemets. Donc, ils détournent le regard. Et puis, à droite, il y a un parapluie qui monte. Alors, qu'est-ce qui fait détourner le regard? Pourquoi y a-t-il un parapluie qui se gare à droite dans une encoignure pour éviter le contact et le choc? Alors, en y regardant de plus près, troisième, en y regardant de plus près, le monsieur n'a pas d'alliance. Alors, imaginez un homme de la haute bourgeoisie en 1877 qui se promène dehors au bras d'une dame qui pourrait être la sienne et qui n'aurait pas d'alliance. Eh bien, non. Donc, il y a quelque chose, à l'évidence. Et puis, la dame, elle a un diamant qui brille à l'oreille. Et manifestement, il brille. Caillebotte a pris soin de lui donner quelques éclats. Alors, la collision est-elle inévitable avec ce diamant sous la voilette? Là, manifestement, il y a un drame silencieux qui se joue. La collision est inévitable. Les parapluies vont-ils se toucher? Je ne peux pas vous le dire parce que je parle de photographie et là, c'est déjà du cinéma. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup. Alors, si on a quelques minutes, si on a 5 minutes, vous pouvez éventuellement poser.
qu'il y a sur la toile. Ça y est. Ça y est. Oui. Je constate également sur la toile, de façon technique, qu'il y a un traité absolument merveilleux. C'est une perspective qui est absolument extraordinaire. Oui. On peut peut-être en parler, mais c'est fou parce qu'il y a un traité là vraiment superbe. Oui. Il y a une profondeur. Alors, le choix de ce trottoir qui avance, il y est pour beaucoup, hein, parce que voilà. Mais c'est effectivement. D'ailleurs, dans le tableau de Caillebotte que vous avez aperçu tout à l'heure avec le pont de l'Europe, celui où il y a ce couple qui descend aussi, c'est pareil, il y a une perspective qui crève l'écran. Hein. C'est absolument extraordinaire. Oui. Ah ben oui, merci. Est-ce que Caillebotte a fait des photographies qu'on peut voir aujourd'hui quelque part? A fait des photographies lui-même? Non, il n'a jamais photographié. Et puis, non, il s'est donné entièrement. C'est un homme extraordinaire, hein, parce que il a fait de la peinture, comme chacun sait, mais il n'a pas fait que ça. Et surtout, il n'a pas fait ça toute sa vie véritablement. Enfin, il a fait des tas d'autres choses. En particulier, il était architecte naval, comme on dit aujourd'hui. Il s'est passionné pour les régates sur la Seine. Quand il a quitté l'hôtel de ses parents, là, il est allé s'installer au Petit Gennevilliers pour faire des régates. Et il était fabricant, donc, enfin, oui, il fabriquait des bateaux, y compris pour lui. Et il a animé ces régates pendant plusieurs années. Il était passionné. Un détail amusant, par exemple, Caillebotte est vraiment un type extraordinaire. Il avait fabriqué... Les régates étaient déjà internationales, les Anglais en particulier venaient sur la Seine faire des régates à Gennevilliers en particulier, puisque c'était là qu'était un des beaux plans d'eau. Il avait décidé de battre les Anglais, et il avait fait un bateau assez fin, assez beau, qu'il avait appelé le Rosbif. En dehors de ça, c'est lui qui avait fabriqué pour son ami Monet, il lui avait fabriqué son bateau atelier. Puisque Monet avait un bateau atelier, il redescendait un petit peu la Seine, il remontait, et c'est Caillebotte qui lui avait fait son bateau. À Rueil-Malmaison, il y existe exactement, à côté de la maison Fournaise, un atelier Caillebotte où ils ont fait justement son bateau, le fameux Rosbif, sur lequel on peut naviguer d'ailleurs. Ah oui. Ah, c'est intéressant, ça, oui. Oui. Bon, écoutez, si c'est terminé, si vous n'avez plus de questions, on va laisser nos aides, que je remercie, eux, là, en dernier, parce qu'ils m'ont sauvé la vie, sinon ça ne marchait pas. Et on va les laisser installer pour la conférence suivante. Merci encore.